Bonjour à toutes et tous pour cette séance du séminaire L'école et la nation consacrée aujourd'hui au temps de l'enfant et au rythme scolaire. Donc, comme vous devez le savoir, Emmanuel Macron a décidé en mai 2025 à la hâte de mettre en place une convention citoyenne sur les temps de l'enfant organisée par le CESE, avec donc des citoyens tirés au sort qui doivent remettre leur rapport en novembre 2025. Donc, le temps était court. La question posée: comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage, à leur développement et à leur santé? Ça paraît être une question très pertinente, très intéressante, mais qui est en fait posée sans cesse depuis 50 ans dans les mêmes termes, sans que soient réellement pris en compte les travaux des chercheurs et ceux qui disent sur ce sujet. Donc, pour comprendre en quoi des constats qui peuvent paraître justes sont mal expliqués ou expliqués de façon biaisée, et exposer justement les résultats de ces nombreuses recherches qui existent sur les temps scolaires et les temps de l'enfant, nous recevons Stéphane Boinnery ce soir. Donc, tu es professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, membre de l'équipe ESCOL dans le laboratoire CICERT, directeur de la revue La Pensée éditée par la Fondation. Tu es à l'initiative donc de ce séminaire sur l'école et la nation, donc revue du Parti communiste français éditée entre 51 et 99, qui a été à la pointe des débats sur l'école. Nous y reviendrons. Et tu viens de publier à la Fondation donc ce livre, Temps de l'enfant, rythme scolaire, vraies questions et faux débats, dans lequel tu fais une synthèse des travaux depuis 50 ans sur ces questions, et où il y a un certain nombre de textes publiés entre 69 et 2025, donc, dont 8 issus de l'école et la nation, qui traitent donc d'un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons revenir ce soir. Donc, sans plus entendre, je vais commencer à te poser donc un certain nombre de questions avant que vous puissiez poser vos questions dans l'onglet Q&R du webinaire. Donc, pour commencer, on n'arrête pas de nous dire que les élèves sont plus fatigables que jamais. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai, bonjour Louise, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, mais tel que c'est formulé dans le cahier des charges de la Convention citoyenne commandée par le président Macron, un peu dans l'urgence, il faut le dire, parce que le CESE a dû convoquer les citoyens en plein été, ils doivent rendre leurs conclusions en 5 mois, bon voilà. Mais le constat est juste, mais il est formulé à l'envers. Et donc, tout le travail du livre, c'est de prendre un certain nombre de constats qui sont mis en débat avec les citoyens et de les remettre sur leurs pieds. Donc oui, les élèves semblent plus fatigables, en tout cas les enseignants en témoignent régulièrement, Euh, mais la Convention citoyenne, dans les documents qui sont donnés aux citoyens réunis pour prendre des décisions, fait comme si c'était une explication. C'est parce qu'il y aurait des élèves plus fatigables, comme un état de fait, une naissance, qu'il faudrait prendre des décisions. Or, les textes qui ont été réunis dans le livre là, depuis 50 ans pointent que, ben, en fait, la résistance à la fatigue à l'activité intellectuelle, l'activité d'apprentissage, qui est une activité très différente de ce qu'on fait au quotidien. On peut rester concentré devant un film de détente, ça ne demande pas un énorme effort de concentration. Ben, c'est un autre type d'effort de concentration que de se creuser les méninges pour déplacer son cerveau, comprendre des choses différentes. Et donc, la question, c'est pourquoi les élèves sont plus fatigables face à ce type d'activité intellectuelle spécifique. Et quand même, il faut constater que depuis quelques années, les élèves ont moins d'écoles qu'avant. Et donc, je vais revenir sur le décompte des heures dont les élèves ont été spoliés dans notre pays. Mais effectivement, moins les élèves ont d'école, moins ils sont exercés à se concentrer sur l'apprentissage, et donc plus ils fatiguent vite quand on les confronte à de l'apprentissage scolaire d'une nature bien spécifique. Donc, le constat est juste, ils sont fatigables, sauf que l'explication est fausse. Ils sont fatigables parce qu'on supprime des heures de cours. On a supprimé ainsi quand même, en 2008, le ministre était Xavier Darcos, le président Jacques Chirac, on a supprimé tous les samedis matins. Sur l'ensemble de la scolarité, sur les 4 années de maternelle et les 5 années d'élémentaire sur 9 ans, tous les samedis matins d'une année scolaire, le volume horaire
équivalent qui a été supprimé, l'équivalent d'une année de classe. Ça veut dire que une année de scolaire de moins, déjà. Deuxièmement, en 1998, on a des statistiques fiables fournies par le ministère depuis cette date. Il y avait 35% d'élèves scolarisés à l'âge de 2 ans. En 2023, toujours fourni, statistiques toujours fournies par le ministère, on n'est plus qu'à 9% des élèves de l'âge de 2 ans scolarisés. Et cette diminution a été encore plus importante en zone d'éducation prioritaire. Ça veut donc dire que les élèves qui ont le plus besoin d'école et qui en ont besoin à l'âge où, ben justement, à 2 ans, 3 ans, ils ont besoin d'apprendre le langage scolaire qui est le langage de la pensée, de l'apprentissage différent de la maison, parce qu'à la maison on parle un super langage, mais ce n'est pas un langage qui est fait pour apprendre, c'est un langage qui est fait pour fonctionner, communiquer au quotidien. Ces élèves-là ont déjà été privés de presque 2 ans de scolarité, rien que sur l'école primaire. En fait, ces réformes sont survenues parce que la vague du baby-boom de l'an 2000, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de naissances, quand ils sont entrés dans l'école, une façon de supprimer des postes d'enseignants, c'était de supprimer les toutes petites sections de maternelle, de supprimer les RASED, c'est-à-dire les heures d'enseignement de soutien aux élèves en difficulté. Et peut-être on peut juger que le ministère a fait passer ces suppressions de postes en accordant aux enseignants 3 heures de moins le samedi matin. C'est une interprétation qui n'a pas de preuve, mais en tout cas, c'est survenu en même temps. Et donc, les élèves ont perdu 2 ans de scolarité primaire. Un an les samedis matins et un an selon où ils étaient scolarisés, si les classes de 2 ans fermaient. Quand cette vague du baby-boom de l'an 2000, qui normalement aurait dû revenir cher en termes de postes, est entrée au collège, eh ben, comme par hasard, c'est le moment où est survenue en 2015 la réforme Vallaud-Belkacem, qui a non pas supprimé des heures de présence au collège, mais qui les a supprimées, qui a vu des heures d'enseignement disciplinaire, des disciplines d'enseignement, être remplacées par des heures au contenu incertain. Je vais être gentil, parce que des heures de soutien en classe entière, c'est quand même un ovni pédagogique. Voilà. Des heures d'enseignement interdisciplinaire, quand on diminue le temps d'enseignement disciplinaire, ça veut dire qu'on n'a pas les bases disciplinaires pour croiser les disciplines. Donc c'est quand même... voilà, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse envisager des heures interdisciplinaires, mais en plus du disciplinaire, pas à la place. Donc on a supprimé l'équivalent sur les 4 ans de collège de la moitié d'une année scolaire d'enseignement disciplinaire. Ça commence à faire beaucoup pour les mêmes élèves. Hein. Et quand ils sont sortis du collège, ben, soit ils étaient dans la voie professionnelle. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les élèves allaient massivement en BEP. 2 ans de BEP et ils rejoignaient en première professionnelle. Donc en fait, ils faisaient 2 ans de BEP, première terminale, ils faisaient le bac en 4 ans. Ah ben, réforme Blanquer, on ne fait plus le bac pro qu'en 3 ans. Donc on a diminué drastiquement des heures de cours. Ça a permis finalement d'accueillir la vague du baby-boom en contenant les dépenses, c'est une raison budgétaire, mais au détriment du temps pour apprendre. Et pour les élèves qui sont allés dans l'enseignement général et technologique, eh bien, Blanquer a diminué les heures de cours en seconde, mais comme on éjecte quand même beaucoup des élèves de seconde vers la voie pro à ce moment-là, ben, ceux qui restaient ont récupéré des heures de cours en première et terminale. Donc ceux qui vont jusqu'au bac, on ne peut pas dire qu'ils aient perdu des heures, même si dans le détail, bon, il faudrait regarder. Par contre, ça veut dire que ceux qui ont fait la seconde et ont été éjectés vers le pro, eux, ont perdu des heures. Et donc, les heures de seconde, c'était aussi des heures qui leur auraient peut-être permis de se maintenir à flot pour passer en première générale. Donc, nos élèves, dans notre pays, ont été spoliés d'un temps d'enseignement énorme. Il ne faut pas s'étonner si les résultats des enquêtes internationales montrent que le niveau baisse. C'est certainement pas la seule raison, mais on ne peut pas l'exclure comme l'une des raisons. Donc, je vous invite à lire l'article de Stéphane dans le 422 de la pensée, où on reviendra sur les logiques cachées de cette réduction de temps scolaire. Mais donc, tu dis, notamment, tu développes dans ce livre le fait que tous les élèves ne sont pas fatigables de la même manière. Donc, cette baisse pour les élèves en difficulté, en quoi ça vient accentuer des inégalités sociologiques? Effectivement, parce que ce que je viens de dire, c'est on a supprimé
des heures de classe qui exercent, puisque c'est des heures obligatoires, tous les élèves de tous les milieux sociaux à se concentrer sur des choses scolaires. Pourquoi, finalement, on pourrait se poser la question à l'envers, pourquoi il y a des élèves qui sont moins fatigables? Ben, en fait, c'est peut-être là que se trouve l'explication. C'est que massivement, ce sont des élèves de familles dont les parents sont très diplômés et qui, en termes de loisirs, privilégient et ont les moyens. Donc il y a à la fois du goût et les moyens économiques de les mettre en œuvre. Donc qui privilégient des loisirs très scolaires. École de musique, école de dessin, école de rugby. Et donc, c'est vraiment des loisirs où la forme scolaire de socialisation, pour reprendre une expression de mes collègues Bernard Lahire, Daniel Teng et Guy Vincent, euh, est prépondérante dans les loisirs et même dans la façon familiale de socialiser les enfants, c'est-à-dire qu'on reprend régulièrement une formulation, on pose des questions rhétoriques aux enfants, c'est-à-dire on pose des questions dont on a la réponse pour que l'enfant se pose la question. Il y a très peu d'élèves qui rentrent à l'école en sachant ce qu'est une question rhétorique, en sachant que quand le maître ou la maîtresse, souvent en maternelle, pose une question, en vrai, elle a la réponse. Donc, ce type de socialisation très scolaire, ben, il est présent dans un peu moins la moitié des familles. Sauf que ces élèves-là, s'ils sont exercés à se concentrer de façon scolaire et donc s'ils résistent à la fatigue qui résulte d'une activité quand même fatigante, hein, voilà, parce que quand on étudie, nous adultes, on se fatigue, voilà. Eh bien, au nom de ce qu'une minorité est favorisée, entre guillemets, parce qu'on les éduque comme des élèves à la maison, eh bien, ça veut dire qu'on a privé les autres du seul endroit où ils pouvaient développer ses capacités d'apprentissage et donc de résistance à la fatigue face à l'apprentissage. C'est une réforme de classe voilà, qui pénalise selon l'origine sociale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser. Moi, le premier, quand j'ai eu des enfants, voilà, on a eu une formation, ça nous a formés, ça nous a donné une forme. On éduque nos enfants tels qu'on a été formés. Il n'y a pas à se culpabiliser si on est cultivé de transmettre ça à nos enfants. Le problème, c'est que si l'école, ou plutôt la politique scolaire, est modelée sur la minorité qui est celle des familles cultivées, ben alors ça produit de grandes injustices et il ne s'agit pas d'opposer les deux. Il s'agit de se dire, si on veut que toutes les familles, tous les enfants bénéficient des mêmes conditions de développement, voilà, des capacités d'apprentissage, ben alors l'école doit se faire à l'école et ne pas supposer que l'école va se faire à côté de l'école parce que la famille est de type scolaire sur le plan de la socialisation. Et donc c'est pour ça, parce que toi tu réponds quoi? On n'arrête pas de nous dire il faudrait individualiser les objectifs puisque tous les élèves ne peuvent pas apprendre la même chose. Pour toi, qu'est-ce que tu penses en fait de cette assertion Ben, qu'elle participe à accroître les inégalités parce que pour être concret, effectivement, que quand un jeune a 15 ou 16 ans et qu'il a raté plein de trains dans les apprentissages scolaires, rien n'est jamais impossible, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile de rattraper ce qui a été raté pendant des années. Sauf que quand les enfants rentrent à l'école à 2 ou 3 ans, on peut revenir sur 2 ans, 3 ans, euh, d'où est sortie l'idée que les enfants devaient arriver à l'école en parlant le langage de l'école. Voilà, le langage savant de la culture écrite. D'où on a pensé ça. D'où ça sort qu'un enfant doit rentrer à l'école à l'âge de 2 ou 3 ans en sachant que quand la maîtresse pose une question, elle a la réponse et qu'en fait, elle veut qu'on se pose la question, comme je le disais à l'instant. D'où ça sort que quand on rentre à l'école, on sait tenir un stylo, on sait utiliser la colle et le scotch. D'où ça sort que quand on rentre à l'école, on sait obéir à une consigne et on sait obéir hors de la présence de l'adulte. C'est-à-dire qu'on s'approprie la consigne pour se dire, oh, si l'adulte me dit ça, c'est que ça doit être important, et donc je vais moi-même m'obliger à faire un truc que quand même, en vrai, je préférerais me reposer. Bon, voilà. Ça relève d'une longue socialisation. Donc, il me semble que ça doit être transmis par l'école. Et c'est pas des capacités, c'est pas des. On dit souvent qu'il faudrait apprendre à apprendre. Certes,
Mais on n'apprend pas à apprendre sans apprendre des savoirs. Donc c'est en transmettant des savoirs, c'est en conduisant des apprentissages sur des savoirs spécifiques, en français, en maths, en logique, en histoire, en d'autres choses, qu'on apprend à apprendre. Donc il n'y a pas d'élève inenseignable, si c'était ta question, alors que c'est ce qu'on nous rabâche sans cesse, quoi. Et sur la baisse du niveau plus général qui est montrée dans les études, qu'est-ce que tu dis de cette baisse de ces études qui sont mises en permanence en avant? Bah, déjà, les enquêtes sont suffisamment récurrentes pour qu'on ne prenne pas les choses à la légère. Ça amènerait, on n'a pas le temps aujourd'hui, à beaucoup de nuances et de précisions, parce que, euh, effectivement, en orthographe, comme c'est moins enseigné, ben, voilà. En rédaction, comme on a beaucoup moins de temps en classe, ben, on a moins de temps pour faire écrire les élèves, mais surtout pour corriger. Puis les réformes récentes plutôt que d'augmenter les salaires des enseignants, leur disent que s'ils veulent avoir un niveau de vie correct, il faut qu'ils fassent des heures bouche-trou à droite à gauche. Ben, ça veut dire que pendant qu'ils font des heures bouche-trou, dans des disciplines auxquelles quand même ils ont des connaissances, dans lesquelles ils ont des connaissances qui sont pas leur discipline, quoi. Voilà. Ben, ça veut dire qu'ils ont moins de temps pour corriger. Parce qu'en réalité, sur la rédaction, il y a pas, il y a des façons de faire plus intéressantes, plus, je veux pas, j'aime pas le mot efficace, mais en tout cas qui ont plus d'effets démocratisants que d'autres. Mais il y a un truc qui est incontournable. Il faut écrire, réécrire, à partir des corrections, voir où quand on a écrit selon la remarque ou une autre formulation, ah oui, c'est plus intéressant comme ça. Du plus jeune âge jusqu'à l'université, il y a besoin de temps d'écriture et de réécriture, donc de correction. Et donc, si les enseignants, on les mobilise sur des trucs inintéressants où le prof d'art plastique va enseigner les maths ou l'inverse, il arrive un moment, ils ont moins de temps pour corriger. Et s'ils ont moins de temps pour corriger, ils font moins écrire les élèves. Voilà, c'est clair. Et du coup, il n'y a pas d'élèves. Donc, la baisse du niveau, certainement dans certaines disciplines, j'emporterai quand même un bémol. Avant la baisse drastique du temps scolaire, moi je pense que c'est l'une des dimensions, c'est pas la seule, mais quand même c'est l'une des dimensions qui pèse, parce que ça fait contrainte sur les enseignants. Les enseignants, quand ils ont moins de temps et qu'il faut faire apprendre la même chose ou plus de choses, parce que quand même quand on a supprimé les samedis matins, Darcos, en même temps, il a ajouté, en plus du programme, l'histoire des arts, l'enseignement de langue en primaire, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la sécurité routière, l'éducation à l'égalité garçon-fille, l'éducation à l'environnement, et je dois en oublier quelques-uns, ça veut dire que ça ne rentre pas. Et donc, il y a eu des décisions politiques, volontaires, pas volontaires, on s'en fiche, il n'y a que les faits qui comptent, qui ont mis les enseignants dans une situation impossible à devoir choisir entre j'enseigne tout, mais alors du coup, juste avec ceux qui sont capables de suivre, avec moins de temps et plus de choses, ou je fais des sacrifices de contenu et je travaille pour ceux qui ont sorti les pagaies pour suivre. Donc ce temps-là pèse. Si le niveau baisse, ben oui. Je tiens quand même à rappeler, je n'ai pas regardé les études les dernières, mais il y a encore 4 ou 5 ans, ce que je vais dire était vrai. Si on découpe les élèves d'une génération de 10% en 10% par paquet de nombre équivalent égal à partir de leurs résultats scolaires, effectivement, il était montré que en 2015, les élèves les plus faibles, les 10% les plus faibles, étaient plus faibles que les élèves, les 10% les plus faibles en 2000. Les élèves de niveau médian en 2015 étaient de niveau plus faible sur les items évalués en français maths que leurs homologues 15 ans plus tôt, mais les élèves du décile supérieur les plus performants étaient un peu plus performants que leurs homologues 15 ans plus tôt. Il faudrait vérifier si ce résultat-là est toujours vrai en 2025. Mais ça, c'est bien le résultat de l'individualisation. On a dit finalement, on va ajuster les exigences, on va ajuster le niveau sur lequel on exerce les élèves à partir des résultats des élèves. Donc ça veut dire que plus ils sont faibles, moins on les exerce à des choses compliquées. Et donc on accroît le problème. C'est pas si simple, il suffit pas de faire des choses compliquées à des élèves faibles pour qu'ils suivent, mais
En tout cas, l'idée selon laquelle on inégalise les objectifs, et le néologisme est volontaire, on rend inégaux les objectifs du programme selon le niveau de départ des élèves, c'est-à-dire selon l'origine sociale, en réalité c'est ça qu'on dit poliment, ben, en fait ça accroît les écarts. Voilà. Donc, c'est pas le don de chacun d'entre nous, Non, puisque non. tu reviens souvent, enfin, dans beaucoup d'articles, on revient sur l'idéologie du don. J'aimerais bien que tu expliques d'où ça vient Alors, dans les textes qui sont, puisqu'il y a trois chapitres qui font la synthèse, et puis il y a la republication de textes, comme tu l'as dit, et notamment d'un texte qui a été très célèbre en 1960, de 1962 à 1964. Il y a eu trois versions, mais la dernière version est parue en 1964 dans l'École et la Nation dont on parlait tout à l'heure, et qui était une revue très engagée, mais qui publiait des textes scientifiques et de militants qui faisaient cohabiter les deux. Et donc Lucien Sève, en 1964, publie un texte qui s'appelle Les dons n'existent pas. Alors c'est vachement... peut-être on fera une prochaine séance du séminaire L'école et la nation et Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, parce que le texte de Lucien Sève paraît en octobre 64 et l'ouvrage le plus connu, le premier à être très connu de Bourdieu et Passeron paraît en novembre 64. Donc il y a un mois d'écart et les deux, avec des arguments complémentaires, euh, tapent très fort, déconstruisent, mais vraiment en tapant très fort contre l'idéologie des dons. Ça veut dire que c'est les réformes enclenchées à partir du premier mandat de président de la République du président de Gaulle ont voulu à la fois ouvrir l'enseignement secondaire à tous les élèves, mais dans des filières étanches, officiellement selon le niveau des élèves euh, qui étaient mesurés selon des niveaux de performance qu'on attribuait alors, dans l'idéologie politique du moment, à des dons innés. C'est-à-dire que voilà, chacun naîtrait en ayant des capacités inégales. Donc cette idée a été largement battue en brèche sur le plan de l'analyse philosophique par Lucien Sèvres et conjointement sur le plan statistique par Bourdieu et Passeron, mais avec l'idée qu'il n'y a pas de chromosome de l'intelligence, il n'y a pas d'ADN de l'intelligence, il n'y a pas de gène de l'intelligence, voilà, ça ne tient pas la route. Et pourtant, depuis plus de 50 ans, on nous rebat les oreilles sans cesse. Et donc, chaque fois qu'on regarde sérieusement, les résultats sont très corrélés à l'origine sociale. Mais ce débat a rebondi. Il a rebondi dans les années 80, puisqu'avec la réforme Jospin de 1989, l'idée centrale, comme par hasard, c'est celle qu'on ressort aujourd'hui, était que les enfants ont des rythmes différents. Et donc Lucien Sèvres a fait une suite à son ouvrage, à son article 64, qui est publié là-dedans et qui s'appelle Touche pas à mon rythme, qui est un titre sarcastique qu'on pourra expliquer si on en a le temps, eh bien, qui critique cette réforme en disant, mais finalement, l'idée de rythme, c'est les habits neufs des dons, avec la croyance qu'il y aurait des élèves rapides et d'autres lents. Ben, on revient à au même problème, c'est qu'il y a un constat qui est juste, il y en a qui vont plus vite dans le travail scolaire que d'autres, personne ne dit le contraire. Mais avec un constat qu'on fait passer en contrebande comme si c'était une explication. Or, les élèves rapides, quand on regarde statistiquement et sociologiquement, ben, c'est ceux qui sont exercés à la maison à raisonner de façon scolaire. Donc, qui sont plus exercés, ben, ils vont plus vite. Ah oui, ben, bonjour l'explication. Là, c'est logique, quoi. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas les élèves qui auraient un rythme rapide et ceux qui auraient un rythme lent par essence en eux, comme ça, intrinsèquement. Il y a ceux plus ou moins exercés. Et donc, plus on réduit. Et le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une réforme des soi-disant rythmes scolaires, c'est un prétexte pour tenter, parce que ça n'a pas marché à chaque fois, pour tenter de réduire le temps d'école obligatoire, au nom de oh là là, il y a des élèves fatigables, il y a des élèves qui vont moins vite, on va moins les faire souffrir, on va réduire le temps d'école. Donc on réduit le temps disponible pour les exercer à être plus rapide dans les tâches d'apprentissage, dans les tâches scolaires, et le temps disponible pour résister à la fatigue. Donc en fait, on accroît le problème qu'on prétend résoudre. Donc les dons, les rythmes, et ça ne cesse de rebondir. Là, le dernière idéologie à la mode, c'est l'idéologie des compétences, qui est largement portée par le patronat et que des pédagogues un peu curieux reprennent.
Parce qu'en fait, ça attribue à une capacité intrinsèque. On aurait des compétences ou on ne les aurait pas, et les situations pédagogiques seraient là pour permettre que certaines s'expriment ou pas, en oubliant complètement que cette capacité, eh bien, elle est formée par notre éducation, notre socialisation antérieure. Donc, on revient toujours sur les mêmes poncifs, les mêmes constats qui ne sont pas faux, mais toujours tordus à l'envers, et que le livre tente de remettre sur ses pieds chaque fois de façon obstinée et têtue. Voilà. Et donc justement sur le temps scolaire, l'une des poncifs, enfin l'un des poncifs qui est souvent mis en avant, ce serait, enfin poncif, passer le terme, mais en tout cas de supprimer les enseignements sportifs et artistiques. Que t'en penses? Parce que finalement, s'il faut laisser du temps pour apprendre les maths et le français, quel est le problème de supprimer ces disciplines à l'école? Alors, c'est effectivement une vieille rengaine qui revient régulièrement, mais qui, je crois, là, devient beaucoup plus menaçante. Et ces enseignements peuvent être supprimés de deux façons. La première, c'est l'externalisation qui, dans la situation actuelle où les collectivités territoriales sont ruinées par la réforme qu'a lancée le président de la République de financement des collectivités territoriales, je ne vois pas comment les communes, les intercos, etc., pourraient, si ce que le président Macron voudrait très très fort que la Convention citoyenne suggère, c'est-à-dire que les élèves de primaire quittent l'école plutôt les après-midi pour pratiquer des activités, ou des collégiens ou des lycéens, je ne vois pas comment les communes pourraient payer, ni les départements, ni les régions. Ça veut donc dire que ça serait privatisé, c'est ça que ça veut dire, ça aurait un coût. Euh, il y a une autre façon de le mettre en œuvre. Dans le premier degré, c'est ce que le président Macron dit de temps en temps. Il dit il faudrait 30 minutes pour bouger, pour se dépenser, euh, pour se défouler, c'est son terme, dans une interview qu'il a donnée au magazine Le Point en août 2023. 30 minutes par jour. Mais ça dit quelque chose de profond. J'en reviens à l'EPS et aux enseignements artistiques dans 2 secondes, mais c'est sur ce que ça dit de profond sur sa conception de l'éducation qui, je trouve, est inquiétante. Ça veut dire que il faudrait accepter que les maths et le français, ça soit un truc où on se contient pour faire du bourrinage, sans comprendre, on est là pour retenir, 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 on se contient là, très fort, et puis tout d'un coup, pam, il faut exploser. Donc, et faire de l'activité physique, ce n'est pas réfléchir au mouvement de son corps dans l'espace, ce n'est pas réfléchir à la position des partenaires dans l'espace et dans le déplacement. Donc, il y aurait un truc où le cerveau, il faudrait le contenir à part du corps, et un truc où le corps, on pourrait le lâcher sans le cerveau. En fait, voilà, il y a une coupure en nous dans la représentation de M. Macron qui est assez inquiétante en réalité. Voilà. Mais donc, si l'on externalise, en fait, ça c'est le mot poli pour le dire. Ça veut dire ça n'est plus obligatoire. Voilà. Et il y a une expression de Michel Chéniaud qui est dans le texte, qui est un texte qui est dans le livre, pardon, qui est un texte qu'il avait fait paraître dans l'École des Nations en 1989. Il dit, mais si ça se fait, ça ne s'était pas fait à l'époque à ce point-là. Mais là, c'est la menace qui grandit. Si ça se fait, eh bien, il y a une menace d'un analphabétisme culturel et sportif. Et donc des inégalités sociales et genrées. Soyons francs. Comment un président de la République peut d'un côté tenir beaucoup de propos sur l'égalité homme-femme, et de l'autre côté, si l'on supprime l'éducation physique et sportive de l'école, qui pourra croire une seule seconde qu'une fille à l'adolescence, dans une famille très rigoriste, très marqué par le poids idéologique des religions au pluriel, parce que l'Institut Saint-Pédis, où a été scolarisé Marion Maréchal Le Pen, quand même, est particulièrement en pointe sur les inégalités hommes-femmes et sur la représentation du corps des femmes. Donc, toutes religions confondues, voilà, chez les intégristes, comment une fille qui grandit dans ce milieu-là va décider avec sa famille que oui, c'est important d'aller en maillot de bain à 15 ans à la piscine. Qui peut le croire une seule seconde?
Qui peut croire une seule seconde que dans des milieux où les garçons sont poussés à être plutôt des mecs et à pas trop faire de sentimentalisme, vont se pencher sur certaines œuvres artistiques basées sur l'émotion, ou sur certaines formes Mm. d'émotion, parce qu'ils ont des formes d'émotion. Qui peut croire une seconde que dans les milieux des cadres intello, des professions basées sur la parole, voilà, qui sont en général plutôt des praticiennes de sport où on ne se touche pas, badminton, ultimate, etc., un jour vont rencontrer l'occasion de de se heurter physiquement, des sports de combat. Qui peut croire que on va fabriquer cette culture commune? Si je sors des enseignements physiques et sportifs pour les arts plastiques et la musique et l'éducation musicale, moi je trouve que c'est fondamental de créer du commun par la connaissance de techniques artistiques, d'œuvres, de façon de concevoir une toile dans l'espace, euh, avoir des outils pour écouter la musique autrement de façon plus réflexive. Ils n'ont pas besoin de nous pour écouter la musique. Par contre, de l'écouter, d'apprendre à l'écouter autrement, pas seulement pour adhérer aux paroles et aux pulsations, mais pour repérer les assonances, pour repérer le thème musical qui revient d'une autre façon, mais plus aigu, etc. Qui va croire que tout le monde va se précipiter pour s'inscrire de soi-même dans les mêmes loisirs? Et donc, de fait, ce qu'on émiette, c'est ce qu'on transmet de commun à la future génération d'adultes. Et on est dans un pays dont on ne cesse de se dire qu'il a du mal encore à faire cohésion sociale. Je veux dire, quand même, on ne peut pas se plaindre de ce que les gens ne se reconnaissent plus comme participants d'un vivre ensemble et réduire ce qui crée du commun. Il y a un truc au nom quand même de la marchandisation, parce que le but c'est de créer du marché. Il y a un truc qui ne marche pas. Voilà. Parce que la finalité, l'une des finalités, je sais pas, c'est quand même qu'en en marchandisant l'éducation physique et sportive et les enseignements artistiques, ben, on crée un marché. Un. Deux, les profs de collège revenant plus cher que les profs des écoles parce qu'ils sont spécialisés. Bon, c'est des détails techniques de financement dans lesquels je ne rentre pas. Le projet réel, c'est de remplacer les après-midi dans le soutien en maths et français, les profs de collège par des profs des écoles et que les profs des écoles, ils laissent leurs gamins aux villes ou au privé ou à je ne sais qui. Et donc, ce chassé-croisé est dangereux. Déjà, c'est une logique économique bête, voilà, alors que notre pays regorge de richesses qui ne servent pas à l'éducation, à la santé. Deux, c'est dangereux pour l'avenir si on n'a pas de commun. Trois, ça accroît les inégalités. Et surtout, c'est basé sur une hypocrisie. Je ne sais pas si tu pensais y revenir, mais c'est pas vrai que tout le monde va se précipiter vers ces activités. La réalité des loisirs aujourd'hui, c'est pas ça. Ouais. Et donc justement parce que moi quelque chose que j'ai vraiment appris dans ce livre, donc tu l'as déjà dit, mais il y a une différence d'enseignement, enfin le sport ou les activités artistiques, c'est différent, c'est pas enseigné de la même, enfin enseigné, il y a une manière de l'enseigner à l'école et il y a une manière de le pratiquer en dehors de l'école. Donc tu as déjà dit un certain nombre de choses, mais j'aimerais bien que tu y reviennes parce que ça va permettre d'aller sur une autre question. Certains disent le moment où les enfants, les jeunes sont le plus concentrés, c'est le matin, ils sont le moins fatigués, donc il faudrait faire maths français, ce que tu as aussi commencé à dire, mais j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur l'articulation, de penser l'articulation, pas en séparant les matières, en regardant, pas en méprisant aussi le métier d'enseignant, et donc qu'on peut penser l'articulation des matières, puisque à chaque fois, c'est de l'école qui est faite dans les différentes disciplines, c'est assez bien expliqué, j'aimerais que tu le résumes. Ben, pour moi, si je prends l'exemple de l'éducation physique et sportive, la meilleure comparaison possible, c'est l'enseignement de la littérature. Voilà. Comparons les deux. Il y a les activités, les pratiques sociales elles-mêmes. Lire un roman est une chose. Il ne viendrait en tête, j'espère, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais d'aucun ministre de dire que il suffit de donner des textes aux lycéens ou de leur dire vous avez du temps libre, lisez pour que ça se produise. Et surtout, pour que l'activité de lecture donne lieu à une réflexion sur ce qu'on est en train de lire
et donc a des clés de lecture, les types de personnages, les schémas narratifs. C'est-à-dire que l'enseignement de la littérature, c'est pas faire lire, c'est donner des clés de lecture et on fait des allers et retours entre la pratique de lecture, l'activité elle-même, et l'outillage par des savoirs de comment on peut interpréter, projeter, anticiper la suite, euh, et finalement avoir un regard sur ah mais quand même là ce type de personnage il me fait penser à tel autre que voilà qu'on a vu en cours. C'est qu'il y a des allers-retours entre être impliqué, immergé dans la pratique et faire un pas de côté grâce au savoir et à l'analyse que les savoirs permettent. Eh ben, je crois que c'est pareil pour les activités physiques. On n'a pas besoin de l'école, pour l'immense majorité des gamins, pour taper dans un ballon avec les copains. Voilà, il n'y a pas besoin de l'école. Mm. Mais justement, c'est pas ça l'éducation physique et sportive. C'est pas taper dans un ballon. C'est l'aller-retour entre les moments où on pratique, mais où les moments aussi où on pratique à partir d'une consigne. Ça, c'est des choses qui peuvent exister, y compris en club. Et on va voir la différence avec l'école. Donc, il y a la pratique avec les copains, il y a qu'est-ce qu'on fait en club. Alors, comme j'aime bien le rugby, je vais prendre un exemple de rugby. Euh, un atelier, ou on peut dire un exercice typique en école de rugby, c'est que les attaquants soient un de plus que les défenseurs. Parce que si l'attaquant qui porte le ballon, il veut aller marquer tout seul, ben, il y a deux adversaires qui vont l'arrêter. Le terme technique, c'est le plaquer. Sauf que si on est un attaquant de plus, ben, il faut aller provoquer le défenseur en face, passer au copain, et à force, en bout de ligne, il y a un attaquant de plus, il doit marquer. Donc, c'est organiser la conscience de ce que le collectif est plus fort que l'action individuelle, et donc que la conscience des partenaires dans l'espace, ben, on peut en situation être immergé et en même temps avoir le recul pour calculer la situation. Et il y a surnombre à gauche ou il y a surnombre à droite des attaquants contre les défenseurs. Donc, il me semble que ça peut se travailler en club, voilà. Mais l'école, c'est quoi encore de plus? Ben, c'est un peu ça, plus le fait qu'on le fait sur des activités physiques dont la famille n'aurait jamais eu le goût, l'envie, et des fois des activités dont elle ne soupçonne même pas l'existence. Voilà. Et donc, ça participe à créer une culture commune dans des registres différents, des sports collectifs de ballon, des sports plus individuels de courir, sauter, lancer, c'est les trois activités de l'athlétisme. On pourrait multiplier les sports de combat, de contact, les sports de projection. Enfin bon, voilà. Il me semble que cette diversité, donc l'école, c'est de la réflexivité sur la pratique et une diversité de pratiques que chaque famille n'est pas à même de faire découvrir. Et ça, c'est pareil pour la lecture. Il y a des pratiques, on peut aller dans un club de lecture, discuter voilà, à la bibliothèque du dernier bouquin de machin ou de bidule, et il y a l'enseignement qui est encore autre chose. Mm. Donc je pense que c'est ça l'école. Et alors, sur ta question sur les moments de la journée, alors ça, c'est à la fois une vraie question et un écran de fumée. Je commence par le côté négatif pour garder un peu de positif à la fin. C'est un écran de fumée parce qu'à chaque fois que les gouvernants lancent une réforme des rythmes scolaires, c'est ce que on pourrait appeler la muleta qu'on agite devant le taureau. Voilà. Et tout le monde se dispute sur est-ce qu'il faut le matin, l'après-midi, à midi, le soir, le week-end, les vacances, tout. Et du coup, on parle jamais du volume de cours global. Donc ça, c'est le leur. Mais en même temps, c'est pas tout à fait une fausse question. Il y a des moments où chacun de nous est un peu plus performant que dans d'autres. OK. Mais effectivement, après le déjeuner, c'est quand même assez répandu que ce ne soit pas le moment où on est le plus efficace. OK. Au demeurant, si on fait de ce constat-là un argument pour dire donc il faut mettre les cours soi-disant théoriques, parce que je viens d'expliquer que l'éducation physique et sportive, il y avait de la théorie, hein, c'était de l'aller-retour. Si on met à ce moment-là où les élèves fatiguent les cours où on bouge le plus, ça pose plusieurs problèmes. C'est que si on s'adapte à chacun, on fait comment? Parce qu'un des arguments, c'est oh, les collégiens ont du mal et les lycéens ont du mal à se lever le matin, il faudrait décaler les cours.
Mais ils ont du mal à se lever le matin parce qu'ils se couchent tard. Donc, si on décale les cours, ils vont se coucher encore plus tard. Et donc, on fait quoi? On fait le tour du cadran comme ça à force? Donc, en fait, c'est une ineptie. Euh, Tous autant qu'on est, quand on a passé un mois de vacances à se reposer, ben, la reprise, ben, c'est un peu dur le matin de s'y remettre, à reprendre l'habitude de commencer tôt. Mais c'est bien parce qu'on commence et qu'on se force un peu qu'au bout d'un moment, on y arrive, parce que sinon, on n'y arrive jamais. Voilà. Donc, c'est comme la fatigue, hein. C'est pas faux, mais on le prend à l'envers. Donc, est-ce qu'on aide les élèves? Alors après, il y a des choses à regarder. Parce qu'en zone rurale, quand les enfants ont 1 heure et demie de transport le matin parfois, parce qu'on fait le ramassage de tous les villages, qu'on regarde les horaires pour dire oh, il faut quand même rester sur un truc raisonnable, très bien. Mais de là à dire qu'on aurait soi-disant un rythme chronobiologique, tout ça c'est de la mystification, voilà, ça ne marche pas, d'individuel. On a des temps sociaux. Et puis de toute façon, faut regarder les choses concrètement. Je crois que tout ça est un faux argument parce que si on suit ce que voudraient les décideurs, mettre toutes les activités physiques et sportives à la même heure, ben, en fait, c'est pas possible. Parce que la France n'est pas assez équipée, et, le SNEP, qui est le syndicat de la FSU, des professeurs d'éducation physique et sportive, a fait des études en long, en large, en travers. Je renvoie à leurs publications. Ben, en fait, ça ne rentre pas, il n'y a pas assez de piscines, il n'y a pas assez de gymnases, il n'y a pas assez de plateaux sportifs pour que tous les élèves de France fassent tout au même moment. Actuellement, les piscines sont pleines, toutes, de 8 heures du matin à 18 heures. Voilà. En plus, ça pose quand même d'autres questions. Si on veut vraiment, si jamais c'était même une possibilité, pour créer les possibilités, il faudrait construire. Et, moi, je viens quand même d'un endroit, au fin fond de la vallée de l'Aude, où les élèves du village où habitent mes parents, s'ils veulent aller dans une piscine couverte en hiver, bah, quand même, du collège de Quillan, puisqu'il n'y a pas de piscine couverte à Quillan, pour aller à la piscine à Limoux ou à la Velanais, ben, il y en a quand même pour 40 minutes de car le matin. Sur le temps scolaire, puisqu'on est sur le temps scolaire. Donc, plutôt que de lancer de faux débats qui servent à détourner l'attention, ben, s'ils veulent construire des équipements, qu'ils les construisent. Mais on en parlera après. Un équipement, il faut quand même quelques années pour le construire. Je crois qu'en fait, tout ça, c'est un prétexte pour privatiser. Ouais, j'allais te poser. Et en venir, ben vas-y. Non, mais voilà, parce que, donc, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas la pensée, enfin, essaye de faire, La revue, la revue, la pensée, essaye de faire connaître d'avoir une pensée matérialiste. Et c'est vrai que là, de redevenir concrètement aux équipements disponibles, aux possibilités concrètes d'exercice, c'est plutôt que de parler dans l'abstrait de manière générale, c'est assez intéressant. Et donc, pardon, juste là-dessus, il y a eu un article très intéressant il y a quelque temps, je ne sais plus dans quel numéro, de collègues, alors je vais en oublier, mais il y avait Claire Ponté, Ingrid Verscher et j'en oublie, je suis désolé, qui s'appelaient des écoles vitaminées, parce qu'ils ont fait des expériences justement dans des établissements d'accès aux équipements sportifs dès l'école primaire, et donc quand même avec des moyens matériels et humains compétents, ça produit quand même des effets. Je vois qu'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R. J'ai deux dernières petites questions. Une justement parce que, comme tu le disais dans ton article, comme tu le dans de la revue La Pensée, comme tu le mets dans le texte, comme tu l'as un peu développé, résume-nous un petit peu pour toi les logiques cachées et en quoi ça favorise l'école privée et ces logiques de marchandisation. Enfin, il y a trois raisons économiques. Il n'y a pas que des raisons économiques, mais il y a trois raisons économiques. Les réformes auxquelles on a assisté de réduction du temps scolaire, elles étaient principalement motivées par la volonté de ne pas augmenter le nombre de postes d'enseignants en période de croissance démographique des élèves. On a atteint le pic de bascule de la vague démographique et c'est descendu aussi vite que c'était monté. Pour le gouvernement, c'est l'occasion de diminuer le nombre de postes de profs, sauf que comment il le justifie? Si on garde toutes les disciplines, ça ne marche pas. Il faut bien supprimer des disciplines pour dire, ben, voilà, on va adapter le nombre de postes de profs aux effectifs élèves. Alors qu'au contraire, ça pourrait être l'occasion de dire, ouf, on va alléger le nombre d'élèves par classe, on va améliorer les conditions. Dans le premier degré, on va mettre 3 enseignants pour 2 classes ou 2 enseignants par classe pour qu'ils se relaient et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants aient du temps pour mieux préparer, suivre des formations,
sans laisser les classes, parce que quand même les anciens l'ont remplacé, c'est assez énorme, euh, et pour corriger des copies et que des cahiers et que les élèves aient des cahiers. Voilà, la première, c'est réduction du poste de prof. Un. Deux, c'est privatiser. Si on supprime des disciplines du temps scolaire, la réalité, c'est que ça va être le marché privé qui va le prendre. Même si c'est un marché privé sponsorisé par des villes un peu, voilà, c'est ça que ça veut dire. Euh, mais ça veut dire aussi donc que des intervenants culturels, sportifs, précaires, qui sont prêts à accepter des petits boulots, alors que quand même les artistes, j'adore les artistes, ils n'ont pas suivi une formation artistique dans la masse, parmi la masse d'entre eux, pour transmettre l'art aux gamins. Il y en a à qui ça plaît de le faire. Mais des artistes qui font ça par défaut, est-ce que ça va donner des résultats super s'ils se sentent obligés d'aller avec les gamins alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire? On peut être très sceptique. Or, il y a une armée de réserves précaires qui va coûter moins cher que des profs dont c'est le métier et qui ont envie de transmettre. Donc, il faut s'interroger. Et puis transmettre sa passion, c'est pas enseigner. C'est deux activités différentes. Donc, il y a ça. Euh, et ensuite, quand même, si on supprime du temps scolaire certaines activités, ça veut dire que l'école publique, elle va accueillir les enfants moins longtemps dans la journée. Et de fait, le privé qui accueille les enfants pour l'école et pour le périscolaire au même endroit, et les parents paient le même prix, puisque de toute façon, c'est l'État qui paie les salaires des profs, c'est les collectivités qui paient les locaux. Et ce que paient les parents, c'est le bonus, c'est le périsco. De fait, la décision ministérielle de réduire le temps scolaire, sans le dire, c'est une décision de favoriser l'enseignement privé qui aura un avantage concurrentiel en termes de produits à offrir sur le marché. Et cet argument de supprimer le temps scolaire obligatoire, on nous rebat les oreilles régulièrement du soi-disant modèle allemand. Je crois que le réel modèle, c'est pas celui-là, c'est le Japon. On en parlera à la séance, je ne sais plus quand, en janvier, peut-être janvier, avec le collègue qui viendra présenter son ouvrage. Cette réforme qu'on veut nous imposer en France de réduction du temps scolaire, elle a eu lieu au Japon. Quelles conséquences? Il les résumera beaucoup mieux que moi. Un, les enfants n'ont pas pratiqué plus d'activités de loisirs, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Par contre, ils ont fait plus de cours de maths pour surperformer. Moi, j'ai la cinquantaine, quand j'étais lycéen, les élèves qui prenaient des cours de maths au lycée, c'est qu'ils n'étaient pas très très bons ou ils voulaient rester à niveau. Désormais, si on veut accéder à une prépa, si on veut une grande école d'ingénieurs, etc., on est quasi obligé de prendre des cours de maths, vu que le volume d'horaire d'enseignement en maths a baissé. Donc, je pense qu'il y a un calcul derrière ça, de marchandiser, d'accroître. Le capitalisme est en crise. Pour continuer à engranger des profits, il cherche de nouveaux marchés. Donc, l'éducation, les États ont fait le boulot pendant un siècle de développer le besoin d'éducation, de développer les infrastructures, de former la génération de parents qui se disent c'est important pour nos enfants. Maintenant, ils pensent que c'est le moment de privatiser, comme ils l'ont fait pour le train. Ils avaient développé les infrastructures, au privé de prendre les bénéfices. Bon, dernière question avant de poser les questions du public. Sur les temps devant l'écran, puisque cette question est posée à la Convention, par la Convention citoyenne. Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question du temps passé devant les écrans? Alors, je pense que, comme pour les autres, il ne faut pas la balayer d'un revers de main en disant que ce n'est pas une vraie question. Par contre, elle est très mal posée. Le temps que les enfants passent devant les écrans, ils peuvent avoir la télé en fond et faire autre chose. Enfin, est-ce qu'on lit un roman avec la télé en fond? Est-ce que vraiment on fait ses devoirs très concentrés quand on a la télé en fond? Est-ce que quand on joue à la play, on est vraiment très concentré sur autre chose? Je doute. Voilà. Donc, et en plus, ça, c'est une forme de concentration, hein, mais de concentration hypnotique qui fait qu'on a du mal à être réflexif. Ou alors c'est une réflexivité très kinesthésique, matérielle sur les boutons de la play, mais c'est pas un truc où on cogite en vrai.
ou alors c'est certains types de jeux qui sont pratiqués par certains jeunes de milieux très cultivés où ils ont des stratégies, ces deux armées qui se combattent sur des jeux de combat, etc. Donc il y a vraiment les généraux, les troufions, bon, etc. Euh, Ce temps devant les écrans, si l'on considère que quand même c'est un sujet sérieux, ben, il faut le traiter sérieusement. Moi, ce que je constate, c'est que ce ne sont pas les enseignants et ce ne sont pas les familles qui ont demandé à ce que les manuels basculent en numérique. Hein, la région Île-de-France a fait ça, les lycéens n'avaient rien demandé. Donc, c'est pas le tout de mettre les enfants, les jeunes à l'index et les familles à l'index. Ouh, ils passent trop de temps devant les écrans. Voilà. On leur file les ordis pour leur dire maintenant, terminez le papier, passez votre temps devant des écrans. Ça pose quand même quelques questions. Même s'il faudrait des moyens pour non pas seulement donner un ordi ou une tablette, mais apprendre à s'en servir. Bon. Ceci étant, le président Macron a capté beaucoup d'argent public pour soutenir quoi? Ben, la création des nouvelles industries des écrans. Donc, en fait, il faut être un peu cohérent, quoi. Voilà. Et surtout, qui va croire que en libérant, hein, parce que le mot est positif, on libère les après-midi. En fait, on prive les enfants d'école, mais on le positive. En finissant l'école plus tôt, qui va croire que les enfants vont passer moins de temps devant les écrans? En fait, qui va croire ça? Donc, il y a des vraies questions, mais qui sont posées comme des faux débats. Et surtout, moi, je pense que notre rôle, c'est de montrer l'incohérence, l'ineptie, les contradictions de ce qu'on nous dit, parce qu'il y a des choses qui peuvent être vraies bout par bout, mais quand on les met ensemble, on voit que c'est n'importe quoi. Et l'inégalité entre aussi Voilà. les parents qui seront à la maison ou pas. Bon, j'ai déjà suffisamment posé deux questions pour le moment. Donc, les questions dans le chat. Ne pensez-vous pas que le nombre d'enfants par classe ne permet pas une pédagogie plus poussée dans les apprentissages des savoirs? Au fur et à mesure. Sans aucun doute. Il y a des recherches, alors il y a des recherches qui ont montré, qui sont allées dans ce sens-là. Il y en a d'autres qui ont nuancé. En fait, le nombre d'élèves par classe a des effets différents selon le type d'activité que l'on pratique. Donc j'ai déjà dit quand même que plus on avait d'élèves dans la classe, bon, moi le premier à l'université, hein, si j'ai 100 personnes dans le semestre, je ne les fais pas écrire 4 fois dans le semestre parce que ça me fait 400 copies. Si j'en ai 20, je les fais écrire plusieurs fois. Donc mécaniquement, sur l'entraînement à l'écriture, ça me semble évident. Le nombre d'élèves par classe, il a un effet aussi. Pour les élèves fragiles, ben, quand même, moins on a d'élèves, plus on a d'attention pour là où ils en sont, pas pour individualiser les objectifs, mais pour voir où ils en sont et où c'est que ça pose problème. Et que cette capacité d'attention, les enseignants, ben, dans le temps imparti, font ce qu'ils peuvent. Hein, voilà. Donc oui, ça a un effet. Et là aussi, c'est une question économique, mais c'est pas tout à fait directement connecté au temps que passent les élèves en classe, sauf par un intermédiaire qui est le nombre de postes de profs. Parce qu'en réalité, c'est ça. Pour diminuer le nombre de postes de profs, on grossit le nombre d'élèves par classe et on réduit le temps d'enseignement. Est-ce que l'une des propositions des syndicats, ça serait qu'il y ait plus d'enseignants? Plus de maîtres que de classes. C'est un des slogans historiques, notamment à la FSU, au moment de sa création. Mais pas que, il y a d'autres syndicats aussi. Ouais. Donc, pourquoi ne pas ajouter des disciplines nécessaires dans la vie courante, telles que apprendre à tenir un budget, construire un projet professionnel et mieux se saisir de nouvelles technologies? Je vais répondre sur deux plans. Quel que soit le contenu qu'on veut ajouter, voilà, la question c'est comment ça rentre dans le temps. Parce que c'est comme ça que à l'époque de Darcos, en fait, ils ont fait exploser le cadre commun. C'est qu'ils ont réduit le temps, ils ont ajouté des contenus. Donc les enseignants se sont sentis, comme je le disais tout à l'heure, dans l'impossibilité de tout traiter. Dans ce qu'a ajouté Darcos, en vrai, il n'y a rien de scandaleux, histoire de l'art. Voilà. Mais on pourrait aussi dire plein de choses. On parlait des écrans. Pourquoi on ne fait pas une éducation au cinéma et aux images animées et à la télé? On pourrait Aux réseaux sociaux. multiplier. Pardon? Aux réseaux sociaux. Ou aux réseaux sociaux. En fait, on peut multiplier. La question, c'est dans le temps imparti de ce qu'un élève peut suivre dans une semaine, qu'est-ce qu'on trouve cohérent de privilégier par rapport à d'autres choses? C'est faire des choix. Voilà. Deuxièmement, est-ce que on privilégie des choses d'utilité pratique quotidienne
ou pas? Ça, c'est un débat qu'il faudrait conduire avec beaucoup de temps pour en parler. Moi, je suis plutôt partisan qu'il faut quand même un équilibre parce que il y a des aspects, voilà, par exemple, se servir des réseaux sociaux, se servir de Google, d'un ordinateur, etc. C'est pas idiot de le faire. Mais il y a quand même des choses qu'on ne peut faire qu'à l'école. Se préparer au raisonnement quantitatif et statistique qui prépare à certaines carrières, si on sacrifie ça de l'école, comment on va faire? On pourrait se dire, oh, en terminale, la philosophie, ils sont trop jeunes, on va plutôt faire apprendre à tenir son budget parce que c'est pratique. Mais dans quel milieu on va découvrir la philosophie si on ne le découvre pas dans le temps obligatoire? Si on ne découvre pas la littérature, il y a des familles entières où les gamins vont passer à côté. Donc, moi, je pense qu'il faut ne pas minorer, ne pas disqualifier les choses qui sont utilitaristes au quotidien. En même temps, ça ne peut pas être l'essentiel de ce qu'on fait à l'école, parce que l'histoire, on pourrait se dire que c'est pas quelque chose qui aide à tenir le budget à la fin du mois. Et en même temps, ça aide à comprendre le monde. Et moi, je pense que quel que soit ce qu'on y ajoute, ça doit pas être que techniquement utile, ça doit être intellectuellement utile pour comprendre le monde dans lequel on vit et mieux agir sur lui. Après, c'est un débat qui est plus politique que scientifique, mais je précise la différence. Concrètement, quelle serait selon vous la durée des cours jour et sur combien de jours? Alors, Ça dépend des âges, non, déjà. ça dépend des âges. Et ensuite, ça, je pense que c'est un débat qui est plutôt technique et c'est celui dans lequel on veut nous enfermer. Donc, en fait, si je commence à y répondre, je sais qu'on ne parlera plus du fond et on parlera que de ça. Au fond, c'est assez secondaire. Maintenant, moi, de ce que j'ai vu, parce que j'étais déjà chercheur, au moment où on a supprimé les samedis matins, ce que j'ai vu, c'est que le moment du samedi matin, qui était un moment privilégié, où les parents qui travaillent toute la semaine, on pouvait les voir le samedi matin, après, c'était plus compliqué de les voir, parce qu'il faut qu'ils posent une demi-journée pour quitter plus tôt. Voilà, ça, c'est un outil qu'on a supprimé. Euh, Au nom d'arguments quand même assez bidons, qui étaient qu'il y a des familles qui partent en week-end. Bah ouais, d'accord. La plupart ne partent pas en week-end, quoi. Voilà. Voilà, au nom de ce qu'il y a des, c'est vrai aussi, des familles séparées, mais peut-être pourrait-on commencer par ne pas obéir aux lobbies touristiques qui font que les vacances ne sont pas les mêmes en hiver et au printemps. Et les familles pourraient être en vacances ensemble quand elles sont séparées. Les fratries sont séparées, certains chez le père, d'autres chez la mère, ou les demi-frères, etc. Donc, il me semble que ce n'est pas le débat essentiel. C'est un débat qui va se poser si on rallonge le temps scolaire, si on reconquiert le temps scolaire dont on a été spolié, mais qui est un débat plutôt technique, social, de comment on articule avec d'autres choses, et que le temps... Je tiens à rappeler que quand même les élèves qui ont les meilleurs résultats à l'école, c'est ceux qui, à côté, ont le plus de cours de soutien, de cours privés, de cours d'école. Donc, bon, ça va quoi. Et de ne pas se lever tous les jours à 5 ou 6 heures du matin. Parce qu'il y en a qui se lèvent très tôt Et pour aller à oui, mais l'école. bien sûr. On a le quart scolaire, etc. Voilà. Alors, ça se pose particulièrement en zone rurale, Ouais, mais aussi, je veux dire, si les conditions de scolarité, nombre d'élèves par classe, mixité sociale, etc., étaient assurées dans toutes les écoles, peut-être qu'il y aurait moins de familles tentées d'éviter l'établissement du secteur, parce que quand même, moi, le matin, je prends le métro en région parisienne, le nombre de familles qui sont dans le métro pour courir à l'autre bout de Paris pour scolariser leurs enfants, c'est totalement déraisonnable. Il y a des écoles de secteur, quoi. Voilà. Donc, je veux bien la fatigue, mais quand même, à la campagne, c'est le quart de ramassage. Alors ça, je sais pas. Et à l'étranger, quelle autre organisation des temps scolaires? Ça, je sais pas. Alors, on en parlera à la séance sur le Japon. Parce que juste derrière, il y a quelqu'un qui nous dit, bon, je sais pas si c'est Christian, tout à fait d'accord pour l'exemple japonais. Bon, mais c'est anonyme, donc si c'est toi, bonjour. Donc, à l'étranger, qu'est-ce que tu veux donner comme par l'Allemagne, tu peux dire quelques mots. Alors, non, mais il y a plusieurs choses.
C'est que la France se situe quand même Oui, oui, c'est dans vrai. la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on n'est pas non plus à enfermer les enfants sur des temps hallucinants. Il faut arrêter avec ça, quoi. Voilà. Oui, les Par pays contre, nordiques, ce qu'on avait vu, voilà, qui les pays ont nordiques plus. en plus, on est à peu près pareil que l'Italie et l'Espagne. Enfin, voilà. Bon. Par contre, là où la répartition est un peu différente, c'est qu'on a un peu plus d'heures sur la semaine. Et l'été, c'est pareil, parce que le président Macron a voulu lancer un faux débat sur l'été, etc. C'est sur les petites vacances où on a davantage. Après, il faut faire des choix. D'un côté, ces petites vacances, pour les parents séparés qui habitent loin, voilà, il faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais ça peut se débattre. Est-ce qu'on diminue le temps des vacances? Je crois que ça fait plutôt accord. Par contre, je vous dire un mot quand même sur le faux débat là sur l'été. C'est quand même un débat de gens qui vivent pas dans les mêmes conditions que la Mm. plupart des familles. Moi, je suis originaire de Carcassonne, je me rends souvent dans les Pyrénées-Orientales. Au mois de juin cet été, il faisait 40 degrés dans des bâtiments qui ne sont pas faits pour ces chaleurs-là. Donc ça veut dire que si on veut scolariser les élèves plutôt plus longtemps en juillet, voire fin août, il y a un plan de reconstruction, de rénovation et de réhabilitation du bâti scolaire qui est très très vieux dans la plupart des villes, qui va coûter des milliards. Et or, tous ces arguments sont sortis pour faire des économies. Donc c'est pas vrai ce qu'il nous dit, c'est pas crédible quoi. Voilà. Pour créer du commun, ne faudrait-il pas interroger une réelle coéducation impliquant l'école, les familles, les collectivités, les clubs sportifs, afin d'éviter le saucissonnage des différents moments de la journée de l'enfant, temps scolaire, temps périscolaire, temps méridien, temps des vacances, etc. Alors, coéducation, on ne l'a pas dit, mais c'est un des autres termes que j'interroge dans le livre. Qui peut être contre en vrai? Et donc, quand tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ne peut pas être en désaccord avec un terme, c'est suspect en fait. Ça veut dire que c'est un lieu commun. Coéducation, voilà, on ne peut pas être contre. Donc, en fait, on parle de quoi? On ne sait pas bien. Coéducation, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Coéducation, ça a été beaucoup mobilisé comme prétexte pour substituer à l'école des intervenants. Donc ça, c'est une mystification. Là où les temps pourraient être réellement complémentaires, c'est pas pour que les uns fassent le boulot des autres, voilà, c'est pour que chacun fasse mieux ce qu'il a à faire. Et je prends un exemple qui marche pas trop mal, on pourrait toujours améliorer, mais quand même. L'éducation physique et sportive. Voilà. En fait, c'est pas un obstacle à ce que les gamins aillent en club. C'est un atout. Parce que ce que font les enseignants d'éducation physique et sportive, ils ont des cycles, quelques semaines badminton, quelques semaines sport de contact, quelques semaines athlétisme, etc. Ben, quand un ou une élève manifeste une appétence pour un sport qu'il découvre, a des dispositions, et que ça vaudrait le coup d'aller plus loin au-delà du cycle qu'on a fait, ben, les enseignants d'éducation physique et sportive, ils font le boulot. Ils aident à prendre contact avec le club qui est pas trop loin, à mettre en contact. J'en ai vu souvent qui accompagnaient les élèves vers les clubs. Et donc, l'éducation physique et sportive n'empêche pas les clubs de fonctionner. En fait, elle les aide à recruter en réalité. Et surtout, là où elle est utile, en réalité, c'est pas pour les parents qui ont les moyens et surtout l'habitude d'avoir des loisirs encadrés avec des horaires réguliers, une récurrence, une rigueur sur il ne faut pas louper une séance, etc. Là où l'éducation physique et sportive est particulièrement utile, c'est quand elle accompagne des enfants de familles où les parents ont des horaires irréguliers, c'est instable. Les caissières, elles ne savent pas quand est-ce qu'elles travaillent, les caissières en supermarché, 3 jours avant, elles ne savent pas, hein. Donc, elles ne peuvent pas programmer ça. Ben, accompagner et l'éducateur du club de sport, il va passer te récupérer, ou elle va passer te récupérer, ou tu vas partir avec tel autre parent qui va te récupérer au passage. Ça s'organise. Et souvent, c'est dans le tuilage entre l'enseignement et le club. Donc, supprimer des enseignements, c'est supprimer des relais vers les clubs. Je pense que c'est Amélie Oudéa Castéra a signé une tribune qui est une ineptie dans le Figaro, mais en tant que ministre des Sports,
Je pense qu'elle se tire une balle dans le pied sur le recrutement des clubs de sport. Mais après tout, ça ne nous étonne pas, puisque c'est une militante de l'enseignement privé. Elle avait déjà prouvé dans son passage éphémère au ministère de l'Éducation nationale, puisqu'elle avait été jusqu'à mentir pour disqualifier l'école publique et permettre à l'enseignement privé de mieux recruter. Voilà, où sont ses enfants. Ben, là, elle signe une tribune pour qu'on supprime l'école l'après-midi. Elle dit que c'est pour aller en club sportif. En réalité, c'est pour que les écoles privées puissent avoir un avantage concurrentiel. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Les masques tombent. Bon, c'est vrai. Faudrait regarder la dernière fois qu'on a eu un ministre qui est passé par l'école publique et la fac, hein, bon. Quelle incidence du rôle d'un syndicaliste qui va défendre des diminutions du temps de travail et plus de qualité de vie de l'enseignant, pardon. Comment l'articuler avec la qualité pédagogique? Ben, à mon avis, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Prenons, alors, techniquement, c'est pas la même chose dans le premier degré, le second degré, voilà. Mais dans le premier degré, où les enseignants sont polyvalents et dans la majorité des cas, ont leur classe à eux tout seuls. Encore que c'est fréquent que les directions d'école aient une décharge et donc qu'il y ait des temps complémentaires, que c'était des temps partagés. Il y a beaucoup quand même, je crois, j'avais vu un chiffre, je crois que c'était 20%, j'ai peur de dire une bêtise de tête, mais c'est le souvenir que j'en ai, des enseignants du premier degré qui ont des temps partagés, donc leur classe, elle est bien partagée. Bon, voilà. Donc, c'est pas si innovant que ça. Si une classe était prise en charge par deux maîtres ou maîtresses, moi je pense que c'est de la qualité pour que les enseignants aient moins de temps devant élèves et davantage de temps de préparation. C'est face à tout ce qui leur tombe dessus, parce que je pense que le métier d'enseignant est un métier empêché aujourd'hui. Ce n'est plus un métier où on leur demande d'être ingénieur de leur pratique, mais une espèce de Charlie Chaplin dans les temps modernes où on leur donne des protocoles à appliquer bêtement. Il ne faut pas s'étonner si on a du mal à recruter quand même. Bon, c'est ça vers quoi vont les directives officielles en ce moment. Et donc je pense que pour gagner en qualité, ben, ne pas avoir la classe tout le temps, d'avoir du temps de préparation, du temps pour aller en formation et laisser sa classe tranquille et pas seulement avec un remplaçant qui va venir boucher les trous, mais avec quelqu'un qui est là et qui prend la classe à tour de rôle et les enfants sont habitués à lui ou à elle. Moi, je trouve que les deux revendications sont cohérentes. Accroître le temps des élèves, comme on ne peut pas accroître le temps des enseignants, sauf à abîmer leur métier encore plus, mais c'est partager les classes et donc c'est améliorer la qualité de travail des enseignants. Pourquoi une convention citoyenne et pourquoi ce sujet? Et comment s'est prise cette décision de choisir le thème et cette modalité de délibération? Alors, C'est dans la je tête de vais livrer un scoop. Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et j'en suis très content. Bon, par contre, là, une fois que j'ai fait cette blague, puisque je ne pouvais pas m'en empêcher, Moi aussi, j'ai envie de voilà. Qu'est-ce qu'on peut deviner? Ça doit être quelque chose d'important. Ah oui. Parce que, quand même, Emmanuel Macron a pris cette décision au printemps. Je crois que c'était en mai. Alors, un mois après, peut-être je me trompe, mais ça. Non, mais En mai, voilà. ils ont dû Et quand organiser même, un mois. la situation politique était déjà dans un bazar extrême. Voilà. Il lui reste un an de mandat. Ouais. Un an et demi. Voilà. Mais s'il veut que ça voie le jour, c'était maintenant ou pas du tout. Et, autre indice, parce qu'on pourrait se dire, voilà, il y a plusieurs arguments qui sont contradictoires et j'ai du mal à trancher. C'est la troisième convention citoyenne qui commande. La première, sur l'environnement, a permis un vrai débat. Des syndicats s'en sont mêlés et ont renversé la table où le cahier des charges que le président voulait faire adopter vite fait aux citoyens, ils ont pu apporter d'autres arguments. D'ailleurs, il y avait Marie-Claire Caïto qui est administratrice à la Fondation Gabriel Péry qui avait siégé au CESE à l'époque et qui avait participé à ce contre-argumentaire. Les citoyens ont tellement été bien informés de façon plurielle que leurs conclusions n'allaient pas dans le sens du président et donc que les députés n'en ont pas tenu compte. Donc ça veut dire que la convention avait bien bossé puisque les députés macronistes n'étaient pas contents. Mais ça a servi, on ne sait pas bien à quoi. Deuxième convention citoyenne sur la fin de vie, sujet particulièrement grave, mais pour l'instant, elle s'est terminée il y a des mois de ça. Le Parlement, qui est dans un bazar extrême, n'a pas été saisi du débat.
Donc, il n'y a pas de proposition de loi qui arrive au Parlement. Donc, sachant que ça traîne, pourquoi faire une troisième convention sur les rythmes scolaires et les temps de l'enfant? Si on était optimiste, on pourrait se dire les deux premières n'ayant pas servi à grand-chose, il n'y a pas de danger. Non, mais il y a une grande différence. C'est que pour les deux premières, les sujets impliquent que ça passe par des lois. Or, l'éducation ne passe pas par des lois, c'est tout par décret ministériel. Donc, ils ont un pouvoir d'action derrière sans passer par le Parlement. S'il y a une conférence citoyenne qui donne des idées, le ministre peut dire ah ben je réponds, je fais, sans passer par le Parlement. Donc je pense que le danger est bien plus grand. Et ce qui doit nous alerter, c'est que finalement, ce qu'on entend aujourd'hui dans la presse, avec Amélie Oudéa-Castéra, avec des gens, des députés de droite qui montent au créneau, etc., ils reprennent mot à mot ce que le président Macron donnait dans son interview au magazine Le Point fin août 2023, mot à mot. C'est donc qu'il y a une volonté de pousser à quelque chose. Donc peut-être que le président Macron a l'intention que de son quinquennat, il ait fait au moins un truc, c'est offrir encore plus d'avantages au privé, marchandiser, c'est la Startup Nation, c'est son idéologie. Il est cohérent avec lui-même, et donc je pense que c'est pas... Ceux qui croient que la menace, bon, est pas bien réelle, je ne fais pas du tout la même analyse, je crois qu'ils se trompent. Parce que je crois que même la proposition de l'extrême droite, ce serait les bons de l'éducation, où Tout à chaque fait. personne, enfin je te laisse l'expliquer, Vas-y, vas-y. enfin où on pourrait avoir une sorte parce qu'il y a de De l'argent chèque public, éducation. chaque éducation et chaque famille choisirait comme ça Donc, l'école où elle va. c'est-à-dire que l'État donnerait, donc il y aurait de l'argent public qui financerait le paiement des droits de scolarité. Donc en fait, on encourage les gens à aller dans le privé. Et cet encouragement serait d'autant plus grand que le temps scolaire est réduit. Et là, on ne peut que s'étonner des positions convergentes de gens qui s'opposent a priori. Mais quand le député Louis Boyard fait signer une pétition aux lycéens pour dire je veux pas qu'on ait cours l'après-midi, en fait, il est sur les mêmes positions qu'Amélie Oudéa-Castéra. Donc, je pense que le trouble est semé dans les esprits et que le bouquin dit arrêtons les idéologies, revenons à des choses sérieuses, quoi. Parce que si je peux juste dire un mot sur les lycéens, c'est vrai que dire aux lycéens, ouais, on va jouer à la play tous les après-midi, on va aller faire jouer au ballon tous les après-midi, ça peut paraître cool, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de sérieux qui croit que c'est ça qui va préparer l'avenir, qui va permettre de choisir ses études, d'être pris dans la formation qui nous plaît ensuite dans l'enseignement supérieur? En vrai, c'est pas sérieux. C'est vrai que j'ai pas dit les noms au fur et à mesure. Jean-Marie Berriot. J'ai consulté le socle documentaire et la bibliographie distribuée aux citoyens qui participent à la convention actuelle et on peut voir que beaucoup de références font partie de la galaxie des neurosciences, de la chronobiologie et aucun des nombreux travaux de recherche et de sociologie, d'éducation, en sciences de l'éducation, etc., je pense notamment aux travaux de ton labo, Esreuil, ne sont référencés. Qu'en penser, notamment au regard de l'orientation des travaux ateliers de cette convention citoyenne? Je vais te laisser la réponse, mais tout en disant que le 18 novembre, nous développerons un peu plus en détail cette question-là avec Jean-Yves Rochex. Avec Jean-Yves Rochex, dont le texte, l'un des textes qui est republié dans le bouquin s'appelle La Convention sur l'état de l'enfant, une bien mauvaise base de départ. Donc le constat est le même. Alors, la soi-disant chronobiologie. Voilà, il y a quelques personnes qui ont décidé de fonder une discipline. En fait, bon, voilà. C'est toujours le même problème. Ils font des mesures que je pense honnêtes. Voilà, moi, je ne fais pas de procédure, mais je pense qu'ils font des mesures honnêtes de à quel moment de la journée les enfants fatiguent. Voilà. OK. Sauf que, encore une fois, là, c'est certainement de bons ingénieurs de recherche. Mais ça, c'est pas de la science. Parce que la science, c'est pas de dire, oh, l'ombre de semaine en semaine et de mois en mois, c'est pas la même. L'ombre du soleil, voilà, l'ombre projetée de tel objet par rapport au soleil. Ça, c'est de la mesure, ok? Les mesures peuvent nous aider à penser, mais l'explication reste à produire. Parce que si on se dit qu'il y a des ombres qui intrinsèquement ont les capacités de s'allonger plus ou moins
selon les mois et que ça doit tenir de la chaleur, vous voyez, c'est des associations d'idées complètement loufoques. Et là, la chronobiologie mesure qu'il y a des enfants qui fatiguent à tel et tel moment et en tire la conclusion qu'ils ont une capacité de fatigabilité intrinsèque. Enfin, je crois qu'il faut en revenir à des choses sérieuses où les mesures, les constats, il faut les prendre au sérieux, mais les remettre dans des cadres explicatifs quand même un peu scientifiques et pas trop idéologiques. Or, quand même, on vit dans un pays assez inquiétant où le ministère décide quelles sont les sciences sérieuses. Enfin, je veux dire, si c'était Trump ou Poutine qui faisait ça, qu'est-ce qu'on dirait en vrai? Je pense qu'on vit une situation inquiétante dans notre pays sur le plan du rapport du politique à la science. Ouais. Et ça me fait penser, je ne sais plus quel auteur qui parle de la relativité du temps aussi, qui peut paraître plus ou moins long. C'est Et Jean-Yves que, Rochette qui ouais, nous c'est en pas parle mal en ça. 18. Et qu'on peut plus ou moins s'ennuyer, et que c'est ça aussi, c'est comment faire en sorte de pas. Parce que, et ça nous ramène aux formes pédagogiques prescrites par les ministres de Macron, qui sont sur des logiques de l'inculcation et du conditionnement. C'est vrai que ça paraît long dans ce temps-là, hein, alors que si on apprend aux élèves à réfléchir et à voir en quoi les savoirs qu'ils apprennent donnent du pouvoir pour comprendre le monde, on peut quand même faire l'hypothèse assez sérieuse qu'ils s'ennuieront moins. Ouais, les petits tilts dans la tête là. Temps de l'enfant, vrai débat ou faux sujet pour les municipales? Eh bien, c'est peut-être une autre façon de répondre à la question, mais pourquoi Macron va si vite dans ce calendrier-là? Est-ce qu'il n'a pas l'intention, justement, parce qu'il a obligé les citoyens à se réunir en juin et en plein été? Enfin, quand même, c'est curieux. C'est curieux. Pour que la Convention rende ses travaux en novembre. Moi, je trouve que c'est un hasard bizarre avec le calendrier des municipales. Parce que s'il lâche une bombe au mois de décembre sur la réduction du temps scolaire, ben, les municipales vont être accaparées par cette question qui va faire zizanie et détourner l'attention du financement des collectivités territoriales, par exemple. Et puis, il y aura des gens qui auront intérêt à se démarquer, à se positionner, à dire oui, mais nous, on va faire quand même. Et donc, ça va accroître la marchandisation. Je pense que c'est assez calculé en réalité. Mais on ne peut que spéculer, là, j'ai aucune preuve. J'ai une autre question, parce que tu as dit donc pas pour l'individualisation des parcours, mais d'un autre côté, il y a des inégalités de fait entre les personnes de les enfants de milieux favorisés. Et donc toi, je sais que tu n'aimes pas le terme compenser, donc je ne sais pas comment le dire, mais comment on réduit concrètement ces inégalités? Ça passe pas par plus d'heures de cours pour ceux qui ne sont pas à l'école en permanence? Oui et non. Plus d'heures de cours pour tous, déjà. Parce que je crois qu'il est important de montrer qu'il y a un intérêt de, de toutes les familles, de toutes les classes sociales, à ce qu'il y ait plus d'heures de cours. Parce que même dans les familles où en vrai on sait accompagner les devoirs au collège et au lycée, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça le soir parce qu'il n'y a pas eu le temps de le faire en classe, en vrai? Est-ce que parce qu'il y a des façons de régler le problème du temps en classe qui est d'externaliser la compréhension dans les familles. Voilà, moi, j'ai eu deux enfants, j'avais vu passer des devoirs, je suis chercheur, j'ai regardé ce qui se faisait, là, qui était donné comme travail à la maison. Une façon, quand l'enseignant n'a pas le temps de tout traiter, ben, il donne des devoirs qui complètent ce qui aurait dû être compris en classe. Ben, ça, je pense que même dans les familles très diplômées, on n'a pas très envie de se taper ça le soir. Voilà. Donc, je le dis un peu crûment. Je pense que les familles sont d'autant plus angoissées scolairement, cherchent à donner encore plus que l'école quand la confiance en l'école est émoussée. La confiance dans la capacité de l'école à transmettre tout ce qu'il faut. Donc, donner du temps à l'école, donner des moyens à la formation d'enseignants plutôt que de la secouer dans tous les sens, de faire une réforme tous les ans et demi qui déstabilise tout en permanence. Donc, redonner les moyens à l'école pour que l'école se fasse à l'école, ben, tout le monde en serait bénéficiaire, quelles que soient nos conditions sociales et économiques. Déjà. Ceci étant, avant la réforme Vallaud-Belkacem du collège, il y avait la possibilité
de faire ce qu'on appelait, alors je vais jargonner un peu, horaire plancher, horaire plafond. Hein, les syndicalistes du second degré en parlent souvent, c'est-à-dire que l'horaire plancher, c'était notamment en français et maths, on ne peut pas faire moins que tant d'heures par semaine, hein, c'est le plancher. Mais en zone d'éducation prioritaire ou dans des endroits où, pour tel et tel argument, le principal de collège pouvait argumenter d'avoir des heures en plus, justement pour faire un peu plus. Ben, la réforme a supprimé cette possibilité-là. Maintenant, c'est le même nombre d'heures partout. Et donc, se dire, dans les zones sensibles, là où les familles n'ont pas les moyens de compenser l'école, eh bien, on met un peu plus de temps pour accompagner les devoirs, pour qu'il y ait un peu plus de temps pour apprendre de bonne qualité, sans stress, sans se speeder, etc. Je pense qu'effectivement, ça serait un outil. Et puis, sur la qualité de vie des enfants, parce qu'il y a un autre symptôme dont on n'a pas parlé, c'est la boule au ventre. Il était dans le cahier des charges de la Convention. Ben oui, le syndrome de la boule au ventre, il est quand même nettement monté en flèche quand on a réduit le temps scolaire pour demander aux élèves d'être aussi performants. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus efficace en moins de temps. Et ceux qui n'ont que l'école pour apprendre, ben, l'angoisse, elle va croissant. Le temps, en plus, dans les zones d'habitat populaire, mais ça peut être en zone rurale aussi, voilà, où les familles n'ont pas forcément toutes faites d'études, etc. C'est à regarder. Mais je pense que d'avoir plus d'heures pour tous et un volant encore un petit peu plus là où il y a besoin, ben, de créer de cette culture savante, d'apporter cette culture savante là dans les familles qui ont une autre culture, une culture de profiter de la vie, du travail pour nourrir sa famille, etc. Mais ils n'ont pas forcément la culture savante. Mais je pense que c'est un outil supplémentaire. Et si j'en termine avec le syndrome de la boule au ventre et du stress, quand même, je trouve que c'est gonflé. Je ne trouvais pas de terme plus élégant que dans le cahier des charges que le président de la République a commandé à la Convention citoyenne, disent oh là là, les élèves stressent. Enfin, c'est quand même sous sa responsabilité qu'on a accru la sélection sociale d'orientation, qui a été créée Parcoursup, qui pollue l'année de terminale, de clics, de vœux, de dates à respecter. Enfin oui, les enfants qui étaient plus petits, qui ont vu leurs grands frères pleurer devant l'ordinateur parce que Parcoursup les bloquait, je pense qu'il n'y a pas à chercher de très très loin d'où vient le symptôme du stress, quoi. Voilà. Il n'est pas écrit encore ce livre, mais avant d'écrire ce livre, en peu de temps, Stéphane en écrivait un sur la néolibéralisation de l'école, on va dire ça comme ça. Et tu retraçais quand même un peu une histoire de l'école qui n'est pas forcément, qui peut être oubliée, quoi, qu'au départ, l'école publique au 19e siècle, c'est l'école pour les classes populaires et que les parcours sont ségrégés, quoi, entre les milieux favorisés et que c'est dit explicitement dans les textes. Et qu'au fur et à mesure, donc on essaye de mettre dans la même classe, on essaye de faire de la mixité sociale, mais que l'expérience historique d'une mixité sociale n'a pas été très longue. C'est la tentative du collège unique et qu'on a vite décrié, etc. Est-ce que pour toi aussi, il y a quelque chose de plus politique et de redevenir que finalement les élèves ne devraient pas se mélanger et que... Oui, parce que les objectifs économiques, les objectifs politiques sont rarement dissociés. Économiser pour que l'argent aille à ceux qui font du profit est un objectif, mais il y a effectivement un objectif politique et idéologique de ne pas créer les conditions de l'égalité. Voilà, clairement. L'objectif de créer une culture commune jusqu'à la fin du collège, voire jusqu'au lycée, etc., ça suppose quoi? Ça suppose pas qu'on demande aux enseignants du collège et du lycée de continuer à accueillir des élèves qui sont pas prêts, qui ne sont pas préparés, parce que dans le premier degré, on a supprimé des heures. Donc ça veut dire, si on a cet objectif d'amener tout le monde à un haut niveau de culture commune et de combattre les inégalités, ça veut dire que quand les enfants sont tout petits, on crée les conditions pour les préparer à la suite. Parce que là, sinon, les conditions politiques créent un sentiment réel d'hypocrisie qui dit, ben, du coup, on renonce à l'égalité. Donc on s'aborde. Voilà. Donc il y a un projet politique. Si un ministre de l'Éducation ou un président dit qu'il est contre l'égalité à l'école, il ne tient pas 24 heures en place. Donc il ne le dit pas. Voilà. N'empêche que ça fait quand même 25 ans que les politiques se succèdent
et qui mettent cette inégalité à l'œuvre, ou plutôt qui sabotent les conditions de l'égalité. Voilà. Il y a quelque chose que tu aurais aimé Non, dire, peut-être on peut rappeler que si cette séance s'inscrit dans le cadre du séminaire L'école et la Oui. Ah nation, oui, oui. il y a plusieurs raisons. La première, c'est que sur les textes qui sont publiés dans la deuxième partie, dont j'ai fait la synthèse des arguments dans les 3 premiers chapitres, il y en a 8 qui sont issus de cette revue. Alors cette revue, de quoi s'agit-il? En fait, c'était une revue qui a été publiée de 1951 à 2000 par le Parti communiste français à destination des enseignants. Et c'est une revue qui a eu un grand rôle dans notre pays. Donc, en tant que chercheur qui s'intéresse à l'histoire de l'éducation, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'était le contre-pouvoir, le contre-argumentaire aux politiques ministérielles des autres bords politiques. Et donc, c'est intéressant de comparer les textes officiels promus par les ministères et les partis qui étaient au pouvoir sous la 4ème République et à l'époque de De Gaulle et des ministres suivants, pour arriver à comparer les opinions politiques. Donc ça, c'est le premier aspect. Et donc c'est pour ça qu'on étudie cette revue dans la durée. Mais aussi, cette revue publiait évidemment des textes très militants, puisqu'elle a été publiée par un parti politique, donc il n'y a aucune surprise à ça. Mais elle publiait aussi des gens d'autres horizons qui n'étaient pas forcément du même parti, et notamment des chercheurs. C'est là qu'il y a eu des échos au-delà de la presse scientifique, des études démographiques de l'INED. C'est là que une chercheuse d'orientation chrétienne de gauche, Viviane Isambert-Jamati, a publié. Il y a l'interview de Pierre Bourdieu en 1964 dans un séminaire qui est publié. Il y a, en 1989, quand il y a le grand débat sur la réforme de Lionel Jospin des rythmes scolaires, c'est là qu'il y a des chercheurs comme Jean-Yves Rochec qui ont publié, il viendra nous en parler. Donc, c'est une revue qui a contribué au débat social et politique sur l'éducation et qui constitue un contre-pouvoir. Et donc, on a, avec la Fondation Gabriel Péri et des donateurs que l'on remercie, qui nous ont donné leur collection plus ou moins complète. D'ailleurs, il nous manque des numéros, donc on pourra publier sur le site quel numéro nous manque pour faire appel. Ils ont été numérisés par la MSH de Dijon, la MSH de Bourgogne, de l'Université de Bourgogne. Non, je crois qu'on ne sait plus. Bon, qui les a mis sur son site Pandore. Pour l'instant, elles sont en accès avec un code d'accès, mais la Fondation est partenaire de la numérisation de beaucoup de revues issues du mouvement ouvrier et communiste, la Fondation Gabriel Péri. S'il y a des personnes intéressées pour étudier le corpus de l'école et la nation, ben, il suffit qu'ils nous écrivent et on donne les codes d'accès. Pour l'instant, ce n'est pas un accès public parce qu'il y a un peu de ménage à faire, il y a des doublons, il y a quelques anicroches techniques, mais on prévoit de l'ouvrir. Et il y a déjà une 50aine de collègues, de chercheurs, de syndicalistes passionnés d'histoire qui ont demandé à s'y intéresser. Et on attend qu'ils aient fini de leurs explorations dans les archives pour venir nous présenter leurs travaux dans le cadre du séminaire. Donc j'ai mis le lien vers la page du séminaire où si ça vous intéresse, vous pouvez, donc il y a le contact si vous voulez prendre connaissance du corpus, et j'ai mis aussi le lien vers les différentes revues qui ont été numérisées par la MSH, donc, pour moi c'est Dijon, mais bon, ou l'Université de Bourgogne, sur leur site Pandore. Donc voilà. Et donc les prochaines séances seront le 18 novembre à 18h de même format en visio avec Jean-Yves Rochec et animé par Stéphane, donc qui dans cet ouvrage, comme on vous l'a dit, il a écrit notamment un article sur le problème pour faire une convention citoyenne, et comme la question qui a été posée, quoi. Il faut bien donner du matériel, et donc on peut se questionner sur les documents qui ont été transmis et aux citoyens et sur donc ce qu'ils peuvent en tirer derrière, sachant que Stéphane n'a pas été auditionné. Non, la séance s'appelle Rythme scolaire, serpent de mer ou cheval de Troie, et sa lecture est quand même que c'est un cheval de Troie pour des objectifs cachés. Oui, voilà. Ça. Et sachant qu'aussi dans ce livre, il y a un de ses articles publiés dans la revue Dialogue de 2000 sur la théorie du handicap socioculturel, une explication ethnocentrique. Le 7 janvier, donc, avec Christian Galland sur l'histoire des réformes au Japon et sur les réformes du temps scolaire qui permettra donc de faire
un peu Un un contre-point, parallèle, un voilà, éclairage. un éclairage sur les évolutions en cours. Et la séance du 20 janvier, la séance qui a été donc annulée en octobre pour des raisons personnelles d'un des intervenants sur socialisme et éducation, à partir de l'École et la Nation avec Paul Devin, Guy Dreux et Lydie Heurdier. Et je pense que quand même, il faut rester connecté. On verra quand les conclusions seront rendues de la Convention On ne se privera pas citoyenne. de On faire se une séance privera. pour réagir. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces Merci. éclairages. On peut dire que le livre, comme la revue La Pensée, soit à la fois à commander ici, à la Fondation, mais aussi disponible sur Cairn. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.